Je m'appelle Claire Donovan. J'avais 28 ans lorsque ma sœur a décidé de transformer l'un des jours les plus humiliants de ma vie en un divertissement pour tous ceux qu'elle connaissait. Lorsque j'ai fini de porter le dernier carton jusqu'à ma voiture, elle avait déjà posté une photo de moi sur Facebook. Je me tenais là, en vieux jean, en sueur, fatiguée, les cheveux attachés, tenant une lampe dans une main et un sac poubelle rempli de vêtements dans l'autre. Sa légende était courte, cruelle, et exactement le genre de choses dont elle savait que les gens riraient. Enfin, le pic-assiette est parti. En l'espace de 10 minutes, le message a reçu 123 likes. Puis les commentaires ont commencé à affluer. Ma mère a écrit qu'elle n'aurait plus à cuisiner pour moi ni à s'occuper de moi. Mon père a répondu qu'au moins, il n'aurait plus à regarder cet échec inutile tous les jours. Des personnes que je connaissais depuis des années se sont jointes à moi. Comme si elles attendaient la permission de se moquer de moi en public. Certains m'ont traité de paresseux. D'autres m'ont traité de pathétique. Quelques-uns ont agi comme si j'avais passé toute ma vie d'adulte à vider ma famille. J'ai lu chaque mot. Puis j'ai fait quelque chose qu'aucun d'entre eux n'attendait. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque commentaire, chaque réaction, chaque petite blague suffisante, puis j'ai aimé l'article. J'ai aimé tous les commentaires qui s'y trouvaient. Je voulais qu'ils se détendent. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Je voulais qu'ils profitent de leur petite victoire pendant exactement une semaine. Car 7 jours plus tard, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de cette photo frappaient si fort à ma porte d'entrée qu'on aurait dit qu'elles voulaient l'enfoncer. Ma mère pleurait. Mon père semblait ne pas avoir dormi. Ma sœur, celle qui avait posté cette photo, se tenait là, pâle et tremblante, criant les mêmes mots encore et encore. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'ils avaient passé des années à raconter une histoire sur moi qui leur permettait de se sentir mieux dans leur peau. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que j'avais ma propre version de l'histoire, et que la leur était sur le point de s'effondrer. L'histoire a réellement commencé 8 ans plus tôt, lorsque ma grand-mère Evelyne est morte, laissant derrière elle la seule chose que mes parents avaient toujours agi comme s'ils la méritaient, simplement parce qu'ils y vivaient. La maison. C'était une maison de 3 chambres à Naperville. La même maison dans laquelle j'avais grandi. Et la même maison où chaque dîner de fête se transformait en un spectacle bruyant sur la famille, le sacrifice et toutes les choses que mes parents prétendaient avoir faites pour tous les autres. Ce que personne en dehors de la famille ne savait, c'est que grand-mère n'avait pas fait confiance à mon père pour l'argent pendant des années. Il lui avait emprunté de l'argent plus d'une fois, d'une manière ou d'une autre. Il avait toujours une raison de ne pas pouvoir la rembourser. Lorsqu'elle est tombée malade, elle en avait assez vu. Lorsque son testament a été lu, la maison n'est pas allée à mes parents. C'est moi qui l'ai reçue. J'avais 20 ans, j'étais choquée, en deuil et trop bouleversée pour comprendre ce que cela signifiait vraiment. Mes parents, eux, l'ont compris. Ils ont entendu chaque mot prononcé par l'avocat. Grand-mère leur avait clairement fait comprendre qu'ils pouvaient continuer à vivre là, mais que la maison m'appartenait. Légalement, complètement, il n'y a aucune confusion à ce sujet. Mais ils n'ont jamais traité la question de cette manière. Presque immédiatement, ils ont commencé à agir comme si la paperasserie était un détail technique qui n'avait pas d'importance. Mon père continuait à dire que c'était sa maison. Et ma mère prenait toujours des décisions concernant les réparations, les meubles et les invités. Sans me demander mon avis. Ils organisaient des barbecues dans l'arrière-cour et laissaient les gens se promener dans la maison comme s'ils étaient de fiers propriétaires montrant ce qu'ils avaient construit. J'ai laissé faire, principalement parce que j'étais jeune, encore à l'école, que je travaillais à temps partiel et que je n'étais pas prête à faire face à la guerre qui, je le savais, se déclencherait si je résistais trop fort. Le pire, c'est que même si la maison m'appartenait légalement, ils m'obligeaient à payer $400 par mois pour y vivre. Il disait que c'était pour aider à payer les dépenses, pour enseigner la responsabilité, pour contribuer comme un adulte. J'ai payé parce qu'à l'époque, je pensais que cela valait la peine de maintenir la paix. Mois après mois, année après année, j'ai donné de l'argent pour vivre dans une maison qui m'appartenait déjà. À bout de 8 ans, je leur avais versé $38 400 pour avoir le privilège d'être traitée comme une invitée indésirable dans ma propre propriété. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout cela, ils ont réussi à se convaincre que c'était moi le fardeau. C'est la partie qui m'est restée en mémoire. Pas seulement le manque de respect, mais la confiance absolue avec laquelle ils vivaient dans le mensonge. Ils pensaient que j'étais faible parce que je restais silencieuse.
Il pensait que le silence signifiait que je ne voyais pas ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que le silence peut ressembler à une capitulation juste avant de devenir une stratégie. Lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, ma famille avait construit toute une version de moi qui n'avait presque rien à voir avec la réalité. Dans leur histoire, j'étais paresseux, chômeur, immature, un raté, et je vivais encore à la maison parce que je ne pouvais pas fonctionner comme un adulte. Cette histoire leur convenait parce qu'elle leur donnait l'air généreux et patient, et leur permettait de regarder quelqu'un de haut chaque fois qu'ils avaient besoin de se sentir mieux dans leur propre vie. Et la vérité était beaucoup moins dramatique et beaucoup plus menaçante pour l'image qu'ils voulaient protéger. J'ai travaillé pendant tout ce temps. Pas dans un magasin. Pas dans un bureau. Pas un travail qu'ils respecteraient, et c'est justement pour cela que j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer. Depuis ma chambre, j'ai bâti une carrière stable en tant que stratège en marketing par courriel et rédactrice spécialisée dans la conversion pour de petites marques de commerce électronique. J'ai rédigé des campagnes, géré des lancements, créé des flux de clients et aidé des entreprises à gagner de l'argent. J'ai commencé modestement, avec des contrats de freelance incohérents et des clients qui me payaient en retard, mais avec le temps, c'est devenu de l'argent réel, puis de l'argent correct, puis suffisamment d'argent pour que je comprenne quelque chose que ma famille n'a jamais compris. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais seulement besoin de temps. Mon père se moquait de tout ce qui se passait sur un ordinateur portable. Et si je travaillais à mon bureau et qu'il passait devant ma chambre, il souriait et disait des choses comme « Fais-moi signe quand tu auras un vrai travail ». Ma mère aimait dire aux gens qu'elle était épuisée de devoir s'occuper de moi, même si je faisais mes propres courses, ma propre lessive et que je restais le plus possible à l'écart de tout le monde. Et la moitié des repas qu'elle se plaignait de devoir préparer pour moi étaient des repas que je n'avais jamais demandés. Elle aimait jouer le rôle de la mère souffrante plus que la vérité. Ma sœur Paige était pire d'une autre manière. Elle ne se contentait pas de me juger à l'intérieur de la maison. Elle a exporté l'histoire. Elle disait à ses amis que je dormais toute la journée, que je jouais sur mon ordinateur et que je vivais au crochet de nos parents parce que j'étais trop irresponsable pour construire ma propre vie. Chaque fois que j'ai appris qu'elle avait répété une version tordue de ma vie à quelqu'un d'autre, je me suis dit la même chose, laissez-la parler. Un jour, elle regrettera de ne pas avoir prononcé mon nom. Même mon ex, Grant, avait absorbé leur version de moi. Lorsque nous avons rompu, il a essayé d'être gentil. Mais le message était évident. Une femme de 27 ans vivant encore chez ses parents ne correspondait pas à l'avenir qu'il voulait que les gens lui réservent. Je me souviens d'être resté là à l'écouter expliquer pourquoi cela ne fonctionnait pas et d'avoir réalisé qu'aucune de ces personnes n'était gênée pour moi. Ils étaient gênés par l'histoire qu'ils pensaient que je représentais. J'ai donc cessé de me défendre. J'ai cessé de corriger les gens. J'ai cessé d'essayer de prouver que je faisais quelque chose de vrai. A eu lieu de cela, j'ai travaillé plus longtemps, j'ai signé avec de meilleurs clients, j'ai économisé plus d'argent et j'ai gardé tous mes projets pour moi. Pendant qu'ils se moquaient de la femme dans la chambre du fond avec un ordinateur portable, je construisais tranquillement la vie qui me permettrait de m'éloigner d'eux selon mes propres termes. Ils pensaient me voir aller nulle part. En réalité, ils assistaient à un compte à rebours. Lorsque j'ai finalement décidé de partir, ce n'était pas une impulsion émotionnelle après une mauvaise dispute ou un commentaire cruel de trop. J'avais planifié cette sortie pendant 1 an et demi, tranquillement, soigneusement. Chaque facture payée, chaque contrat signé avec un nouveau client, chaque nuit passée à travailler au lieu de dormir était consacrée à un seul objectif. Je partais sans demander d'aide à personne et sans avertir ma famille suffisamment à l'avance pour qu'elle puisse tout gâcher. J'ai trouvé un appartement d'une chambre dans le nord de Chicago, petit mais rénové, dans un immeuble avec une entrée sécurisée et juste assez de distance pour avoir l'impression d'être dans un autre monde. Je l'ai acheté directement. Pas de prêt, pas de co-signataire, pas de discours dramatique, pas de discussion en famille. Juste des papiers, des virements bancaires et un trousseau de clés qui m'appartenaient en propre. J'ai commencé à déménager petit à petit pendant que tout le monde était sorti. Quelques cartons dans mon coffre. Des vêtements d'hiver. Du matériel de travail. Documents importants. Tout ce que je savais qu'il pourrait essayer de retenir sur moi s'il s'en apercevait trop tôt. Le dernier jour, j'ai pris rendez-vous avec les déménageurs pour l'après-midi et j'ai attendu que le camion soit dehors avant de dire quoi que ce soit. Ma mère a été la première à le remarquer. Elle est entrée dans le couloir, a regardé les cartons empilés, puis les déménageurs, et a demandé ce qui se passait sur ce ton que les gens utilisent lorsqu'ils pensent déjà que la réponse est ridicule. Je lui ai dit que je déménageais.
Mon père a éclaté de rire dans la cuisine avant même que j'aie fini ma phrase. Paige est descendue une seconde plus tard et s'est appuyée contre le mur comme si elle était aux premières loges pour assister à une blague. Ils ont tous supposé que je bluffais ou que j'allais dire que j'avais trouvé une location bon marché et que j'avais besoin d'aide pour payer la caution. Au lieu de cela, je leur ai dit que j'avais acheté mon propre logement. Cela les a arrêtés pendant environ 2 secondes. Puis les questions ont commencé. Avec quel argent? Depuis quand? Comment pouvais-je me permettre cela? Mon père a même demandé si quelqu'un s'était porté garant pour moi, car dans son esprit, il n'existait pas de version de la réalité dans laquelle j'aurais pu le faire seul. Je leur ai dit la vérité. Je travaillais depuis des années. Un vrai travail. De vrais clients. De l'argent réel. Le même travail dont il se moquait chaque fois qu'il passait devant la porte de ma chambre. Et ma mère avait l'air stupéfaite, mais pas parce qu'elle se sentait soudain fière. Elle avait l'air offensée. Comme si je lui avais caché quelque chose qu'elle avait le droit de savoir. Mon père s'est repris le premier point et elle n'a pas demandé dans quel quartier se trouvait la maison, ni si elle était sûre, ni même si j'étais heureuse. Il a demandé ce que cela signifiait pour les factures de la maison. Paige m'a demandé pourquoi j'avais agi comme un fauché pendant si longtemps. Je lui ai répondu que je n'avais jamais fait semblant d'être fauché. Il n'avait tout simplement jamais écouté. Puis ma mère, comme si elle avait oublié tout ce qui comptait vraiment, m'a demandé si j'allais continuer à donner un coup de main ici et là une fois que je serais parti. Je me souviens l'avoir regardé et avoir réalisé que même à ce moment-là, alors que ma vie changeait sous leurs yeux, ils me considéraient toujours comme une ressource à gérer, et non comme une fille qu'ils avaient poussée trop loin. Je leur ai donc dit non. Calmement. Clairement. Non, je n'aiderai pas à payer les charges. Non, je ne couvrirai pas les urgences. Non, je n'interviendrai pas chaque fois que leur mauvaise planification les rattraperait. De toute façon, la maison n'avait pas d'hypothèque. Grand-mère s'en était assurée bien avant sa mort. Quoi qu'ils fassent avec une maison entièrement payée, c'était leur problème, pas le mien. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à pleurer et que mon père m'a traité d'égoïste. Paige a levé les yeux au ciel et m'a dit que je dramatisais. Comme si le fait d'acheter un appartement me rendait important. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mon sac, signé le dernier papier pour les déménageurs et je suis sortie. Je m'attendais à être soulagée, et je l'ai été. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le calme qui régnerait dans mon nouvel appartement le premier soir. Personne ne criait depuis une autre pièce. Personne ne me faisait sentir qu'on m'observait. Personne ne marmonnait à mon sujet comme si j'étais un fardeau qu'ils avaient reçu par malédiction. Je me suis assise sur mon propre canapé, dans mon propre salon, entourée de cartons que je pouvais déballer quand je le voulais, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Le lendemain matin, Paige a posté cette photo et j'ai soudain compris qu'ils n'étaient pas fâchés que je sois partie. Ils étaient contrariés que je sois partie sans avoir besoin de. Je n'ai pas répondu au message. C'est ce qui les a vraiment déstabilisés par la suite, parce que les gens comme ma famille sont plus à l'aise lorsqu'ils peuvent prédire votre douleur. Ils s'attendaient à des larmes, à des messages de colère, voire à un appel désespéré les suppliant de retirer le message. Au lieu de cela, je ne leur ai rien donné. J'ai fait une capture d'écran de chaque commentaire, de chaque réaction, de chaque petit empilement suffisant de la part de gens qui n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient, et je les ai laissés en profiter. Pendant une semaine entière, je n'ai rien dit. J'ai aimé l'article. J'ai aimé le commentaire de ma mère. J'ai aimé le commentaire de mon père. J'ai même aimé les réponses les plus méchantes de personnes qui me connaissaient à peine. Je voulais qu'il soit détendu. Je voulais qu'il soit certain de m'avoir humilié en public et de s'en être tiré. Pendant qu'il profitait de ce sentiment, je faisais autre chose. J'ai appelé un avocat et lui ai dit que j'étais prête à ne plus laisser ma famille traiter mes biens comme leur royaume. Il avait déjà des copies du testament, de l'acte de propriété et de tous les documents importants. Tout ce que j'avais à faire, c'était de le dire. C'est ce que j'ai fait. Une mise en demeure a été envoyée à la maison, indiquant exactement ce qu'ils avaient passé des années à prétendre ne pas être réel. J'étais le seul propriétaire légal de la propriété. Ils n'y vivaient que parce que je l'avais autorisé. Cette autorisation n'était plus illimitée et toutes les conditions futures leur seraient communiquées par écrit. Et la lettre a été remise un vendredi après-midi. Mon téléphone a commencé à sonner moins d'1 heure plus tard. D'abord ma mère, puis mon père, puis Paige, encore et encore.
Je les ai tous laissés sur la boîte vocale. Le soir venu, mon téléphone avait l'air presque drôle, appels manqués, messages vocaux, textes qui passaient de la rage à la panique et inversement en l'espace de quelques minutes. Ma mère a dit qu'il devait y avoir une erreur. Mon père m'a demandé de l'appeler immédiatement, car ce n'était pas ainsi que la famille gérait les choses. Paige a envoyé le même message 3 fois de suite. Chaque fois plus frénétique que le précédent. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne répondais toujours pas. Jusqu'à ce qu'on frappe à ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler le cadre. Lorsque j'ai vérifié la caméra et que je les ai vus tous les trois devant mon appartement, j'ai failli rire en voyant à quel point ils avaient l'air différents sans public derrière eux. Le mascara de ma mère avait coulé. Mon père était à la fois pâle et furieux. Paige, celle qui avait posté cette photo comme si elle célébrait l'enlèvement des ordures ménagères, avait l'air de pouvoir à peine respirer. J'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir dans le cadre sans les inviter à entrer. Ma mère a essayé de s'avancer immédiatement, pleurant en disant qu'ils avaient besoin de parler. Mon père a dit que tout cela était allé assez loin, comme si c'était moi qui avais créé la scène. Paige a alors élevé la voix au-dessus d'eux et a crié. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je l'ai regardé et j'ai demandé, quelle partie? La partie où je possédais la maison ou celle où j'ai enfin décidé d'agir comme telle? Cela l'a fait taire pendant environ 2 secondes. Puis les excuses ont commencé. Ma mère a dit que le message n'était qu'une blague. Mon père a dit que tout le monde disait en ligne des choses qu'il ne pensait pas. Paige a dit que j'étais mesquine et vindicative à cause d'une légende stupide. Je me souviens l'avoir regardé et avoir pensé. Une légende stupide. Comme si c'était tout ce qu'il y avait eu. Pas des années de manque de respect. Pas des années à se faire traiter de fainéante dans une maison qui m'appartenait légalement. Pas des années à prendre mon argent tout en disant à tout le monde que j'étais un fardeau. Juste une légende stupide. Je leur ai donc dit non. Il n'a jamais été question d'un seul message. Le post était juste le moment où ils se sont sentis trop à l'aise pour dire la partie silencieuse à haute voix devant le monde entier. J'ai rappelé à ma mère ce qu'elle avait écrit. J'ai répété mot pour mot le commentaire de mon père. J'ai demandé à Paige si elle voulait que je lise aussi à haute voix certaines des autres réponses, puisqu'elle avait semblé si fière d'elle une semaine plus tôt. Aucun d'entre eux n'a eu quoi que ce soit à dire à ce sujet. Mon père a alors changé de tactique et a essayé de paraître raisonnable. Il a dit que si j'avais des inquiétudes, nous pourrions en discuter en privé en famille. J'ai presque admiré ce culot. Il n'avait eu aucun problème à me transformer en divertissement public, mais maintenant qu'une lettre juridique était apparue, il voulait soudain de l'intimité. Je leur ai dit qu'à partir de maintenant, toutes les conversations se feraient par les voies appropriées et par écrit si nécessaire. Ma mère s'est mise à pleurer plus fort. Paige m'a regardé avec le genre de haine que les gens réservent à ceux qui refusent de rester dans le rôle qu'ils leur assignent. Mon père m'a demandé si j'allais vraiment faire cela à ma propre famille. J'ai répondu par la négative. Je refusais enfin de laisser ma famille continuer à me faire ça. C'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois les choses en face. Pas la tristesse. Pas la culpabilité. La peur. Parce que pour la première fois, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un argument dont ils pouvaient se débarrasser par l'intimidation. La honte ou le rire. Était l'expression du visage de Paige m'a dit quelque chose d'encore mieux. Elle commençait enfin à réaliser que les photos qu'elle avait postées ne m'avaient pas humiliée. Elle avait documenté le moment exact où elle m'avait donné la dernière raison dont j'avais besoin pour arrêter de les protéger tous. Le lundi matin, je leur ai envoyé leur prochain rappel à la réalité. Comme ils avaient passé tout le week-end à laisser des messages vocaux, à pleurer, à crier et à agir comme si la lettre de mon avocat avait été plus offensante que des années d'humiliation publique, j'ai décidé qu'il était inutile de prétendre que nous étions en train de négocier en tant que famille. J'ai demandé à mon avocat d'envoyer un simple contrat d'occupation au mois. S'il voulait rester dans la maison, il pouvait y rester légalement et payer ce que n'importe qui d'autre aurait dû payer pour une maison de 3 chambres entièrement payée à Naperville. Le loyer mensuel s'élevait à $2 800. Il disposait également de 10 jours ouvrables pour transférer tous les services publics de mon nom à leur nom, électricité, eau, gaz, internet, tout. J'en avais fini de financer le confort de personnes qui avaient construit toute leur identité en me traitant de fardeau. Et la réponse est arrivée rapidement et exactement comme je m'y attendais. Ma mère a appelé la première, l'air faible et tremblant, demandant comment je pouvais mettre un tel prix sur mes propres parents. Mon père a suivi avec un message beaucoup plus moche.
disant que j'avais perdu la tête si je pensais qu'ils allaient payer le loyer du marché à leur propre fille. Pej m'a envoyé 6 textos en moins d'une heure, tous avec une variante de « Tu fais ça sérieusement ?» Je n'ai répondu à aucun d'entre eux tout de suite. Lorsque j'ai finalement répondu, j'ai été bref. Vous m'avez demandé de vivre dans ma propre maison pendant 8 ans. Je ne fais que corriger l'arrangement. Ce message m'a permis de garder le silence pendant une demi-journée. Puis les négociations ont commencé. Ma mère a dit qu'il pourrait peut-être se contenter d'une somme plus modeste pour quelques mois. Mon père voulait savoir pourquoi je me comportais soudain comme un propriétaire et non comme une fille. Pej, bien sûr, en a fait tout un plat. Elle a dit que je détruisais la famille par orgueil et que les gens normaux ne punissaient pas leurs proches de la sorte. Cela m'a presque fait rire, car rien de ce qu'il m'avait fait subir pendant des années n'était normal non plus. Il ne voulait avoir le confort d'appeler cela « famille » que lorsque la facture arrivait à échéance. Un jour plus tard, le vrai problème est enfin apparu. Il n'avait pas les moyens de payer la maison, loin s'en faut. Une fois que la fausse indignation a commencé à se fissurer, les chiffres ont éclaté au grand jour. Ils avaient des dettes de carte de crédit. Plus que ce à quoi je m'attendais. Mon père avait emprunté de l'argent à d'autres personnes et mélangé les soldes si souvent qu'il avait lui-même perdu la trace de ce qui était dû et de ce qui était dû. Ma mère avait à peine effectué les paiements minimums sur les cartes qu'elle avait utilisées pour l'épicerie, les meubles, les cadeaux et tous les petits extras qui leur donnaient l'impression qu'ils allaient bien alors que ce n'était pas le cas. Ils avaient survécu toutes ces années parce qu'ils n'y avaient pas eu d'hypothèque et parce que j'avais continué à apporter de l'argent à la maison. C'est la partie qui m'a le plus frappé. Non pas parce que j'avais pitié d'eux, mais parce que cela confirmait ce que je soupçonnais déjà. Ils n'avaient pas seulement pris plaisir à m'humilier. Ils avaient dépendu de moi tout en se moquant de mon existence. Je leur ai quand même donné un délai. S'ils voulaient rester, ils signaient l'accord. Dans le cas contraire, ils pouvaient partir. Mon avocat a tout envoyé par écrit. Ils ont continué à agir comme si je bluffais. La question des services publics est la partie qu'ils ont prise le moins au sérieux. Mon père m'a laissé un message vocal disant « Vous ne pouvez pas fermer la maison d'une famille parce que vous faites une crise. » Cela aurait été drôle si cela n'avait pas été aussi éhonté. Je ne fermais rien du tout. J'y refusais de le garder à mon nom. Il y a une différence. Ils avaient 10 jours ouvrables pour transférer les comptes. Ils ont ignoré le délai. Probablement parce qu'ils avaient passé des années à se convaincre que je ne donnais jamais suite à ce qui les mettait mal à l'aise. Puis le jour est arrivé. J'étais au comptoir de ma cuisine en train de répondre à des courriels lorsque mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord ma mère, puis mon père, puis Pej, puis les 3 à nouveau. Je savais déjà pourquoi. L'électricité avait été coupée ce matin-là. Le service du gaz a suivi. L'Internet a été coupé juste après midi. Dans la soirée, la maison qu'ils avaient traitée comme leur royaume se sentait beaucoup moins sûre. La boîte vocale de ma mère était presque hystérique. Elle disait que le réfrigérateur était éteint, que la maison était gelée et qu'elle se demandait comment j'avais pu leur faire ça. Mon père a crié qu'il ne me pardonnerait jamais. Pej a envoyé un message vocal dans lequel elle me qualifiait de méchante, de cruelle et de malade. J'ai sauvegardé tout cela et je n'ai rien fait. 2 jours plus tard, ils étaient sortis. Non pas parce que je les avais jetés dans la rue à la seconde même, mais parce que tante Cheryl avait accepté de les héberger temporairement après que ma mère eut appelé la moitié de la famille en pleurs. Cheryl vivait dans un appartement exigu de 2 chambres et était exactement le type de parent qui aimait donner son avis quand quelqu'un d'autre devait en supporter les conséquences. J'ai appris plus tard que dès la 2e nuit, elle le regrettait déjà. Mon père était irritable et humilié. Ma mère pleurait constamment. Pej se plaignait de tout, du manque de place dans les placards au fait que Cheryl s'attendait à ce que tout le monde nettoie derrière soi. Pour une fois, les personnes qui avaient passé des années à dire au monde à quel point il était difficile de vivre avec moi étaient celles dont personne ne voulait. Et Pej n'avait toujours pas appris. Elle a commencé à poster en ligne de vagues petits messages de victimes sur la trahison. La famille toxique et la façon dont le succès révèle qui sont vraiment les gens. Cela aurait pu fonctionner si elle n'avait pas été la même personne qui m'avait traité publiquement de pique-assiette une semaine plus tôt. Quelques personnes ont réagi. Un vieil ami a demandé s'il s'agissait de la sœur dont elle s'était moquée sur Facebook. Un autre a écrit « Tu te rends compte que tu as posté cette fille alors qu'elle déménageait, n'est-ce pas ?» Pej a supprimé le tout au bout d'1 heure, mais pas avant que quelqu'un ne m'envoie des captures d'écran. C'est peut-être ce que j'ai préféré de la semaine.
La voir découvrir que l'humiliation publique cesse d'être amusante quand elle revient en arrière. Ensuite, parce qu'apparemment l'univers voulait ajouter une insulte à toutes les autres, Grant m'a tendu la main. Mon ex ne m'avait pas parlé depuis des mois. Mais il a soudain voulu prendre de mes nouvelles. Et elle m'a dit qu'il avait appris que j'avais acheté mon propre appartement et qu'il voulait savoir comment j'allais. J'ai lu le message une fois, j'ai souri et je l'ai bloqué. Je n'étais pas intéressée par les hommes qui ne me respectaient que lorsque d'autres personnes le faisaient. Le coup de grâce est tombé sur mon père. Il avait emprunté de l'argent à un collègue de travail nommé Neil Harper, en lui promettant que c'était temporaire et que les choses s'arrangeaient à la maison. Ce que Neil ne savait pas, c'est que mon père avait déjà emprunté de l'argent à d'autres personnes au travail, ce qui était contraire à la politique de l'entreprise. Dès qu'une personne a commencé à poser des questions, tout a basculé. Mon père a été convoqué à une réunion, a fait l'objet d'une enquête et a été suspendu. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je ne me suis pas réjoui. Je suis resté assis pendant une seconde et j'ai ressenti quelque chose de plus froid que la satisfaction, la certitude. C'est ce qui arrive lorsque les gens passent trop d'années à construire leur vie sur le droit et le déni. La réalité finit par leur envoyer la facture, et pour la première fois de leur vie, personne n'était là pour la payer tranquillement à leur place. Lorsque la dernière échéance est passée, il ne restait plus rien à négocier. Mes parents n'avaient pas signé le contrat d'occupation, n'avaient pas payé le loyer et n'avaient rien fait d'autre que d'osciller entre mes reproches, mes supplications et le fait d'être choqués que des actions dont ils s'étaient moqués en ligne se transforment maintenant en conséquences auxquelles ils ne peuvent échapper dans la vie réelle. J'y suis donc allé de l'avant. Mon avocat a déposé une demande d'expulsion, pour la première fois. La panique dans ma famille a cessé d'être dramatique et a commencé à être réelle. Ma mère m'a appelé en sanglotant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Mon père, qui avait passé des années à me parler comme si j'étais quelque chose qu'il devait tolérer, semblait soudain plus petit chaque fois qu'il laissait un message. Même Paige a changé. Non pas en une meilleure personne, pas vraiment, mais en quelqu'un qui avait enfin réalisé que les moqueries sont très différentes lorsqu'on est celui qui se trouve du mauvais côté. Elle a arrêté de poster. Elle a cessé d'essayer de paraître intelligente. Elle m'a même envoyé un texto un soir pour me demander si nous pouvions nous retrouver quelque part et parler seuls, de sœur à sœur. Comme si elle n'avait pas construit la moitié de sa vie sociale sur le fait de me faire passer pour une personne pathétique. Je l'ai ignoré. J'avais entendu suffisamment de versions sur le fait qu'elles voulaient parler une fois qu'elles avaient besoin de quelque chose. Ce qu'aucune d'entre elles n'a jamais compris, c'est que j'avais voulu être comprise des années plus tôt. Au lieu de cela, j'ai été humiliée, rejetée, et j'ai été aux premières loges pour voir à quel point les gens peuvent facilement confondre l'accès à soi et la propriété de SOI. Et la procédure d'expulsion a duré plusieurs semaines, ce qui me convenait parfaitement. Je n'étais plus pressée. C'est l'un des aspects les plus étranges de la prise de contrôle. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de menacer. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit dans le groupe de discussion familiale ou sur les médias sociaux. J'avais des documents, des calendriers et le genre de patience qui ne vient qu'après avoir passé des années à être sous-estimé. Pendant que tout suivait les voies appropriées, le reste de leur vie a commencé à s'effondrer de lui-même. Mon père a perdu son emploi après la fin de l'enquête au travail. Et elle s'est avéré que les problèmes d'argent étaient pires que ce que ma mère avait admis. Il empruntait pour couvrir d'autres emprunts depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Et ma mère s'est mise à travailler à temps partiel dans une épicerie voisine, ce qui m'aurait fait me sentir désolée pour elle si elle n'avait pas passé des années à dire aux gens que j'étais paresseuse tout en dépendant tranquillement de moi pour se faciliter la vie. J'ai passé de l'indignation à la blessure, puis à l'invisibilité. Fini les légendes suffisantes, les petites performances publiques, les prétentions à me comprendre. Tante Cheryl s'est lassée de les loger tous les trois plus vite que prévu. Et une fois que la maison n'a officiellement plus été une option, ils ont dû se contenter d'une location bon marché qu'ils n'auraient jamais regardée à deux fois lorsqu'ils pensaient encore être au-dessus des conséquences. J'ai entendu tout cela par l'intermédiaire de parents éloignés, parce qu'à ce moment-là, j'avais bloqué presque tous ceux qui pensaient que le sang devait compter plus que la décence élémentaire. Lorsque la maison fut enfin vide, j'y retournai une dernière fois. Et elle y régnait un calme que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de télévision à fond, pas de commentaires passifs-agressifs venant de la cuisine, pas de bruit de pas qui me donnait l'impression de devoir justifier mon existence dans chaque pièce où j'entrais. Je suis resté dans le salon pendant une minute et j'ai regardé autour de moi l'endroit qui avait façonné une grande partie de ma vie. Pendant des années, cette maison m'a semblé être la preuve que j'étais coincée. En fin de compte,
Elle est devenue la preuve que je n'avais jamais été piégée aussi complètement qu'on voulait me le faire croire. J'avais des options. J'avais du pouvoir. J'avais juste été trop conditionnée pour les utiliser. J'ai vidé les dernières choses que je voulais encore, j'ai rencontré un agent et j'ai mis la maison sur le marché. Elle s'est vendue plus vite que je ne l'avais prévu, et comme la maison était entièrement payée et que le marché était fort, la vente a rapporté un bénéfice suffisamment important pour changer ma vie d'une manière très discrète et très permanente. Je n'ai pas partagé un seul dollar. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas proposé d'aide. Une semaine plus tôt, j'avais célébré le départ du profiteur. En fin de compte, les personnes qui imploraient la miséricorde de ce soi-disant pique-assiette étaient les mêmes que celles qui s'étaient moquées le plus bruyamment d'elle. C'est cette partie qui m'a marquée, non pas parce qu'elle me donnait un sentiment de puissance, mais parce qu'elle mettait en évidence quelque chose de douloureusement clair. Ils n'ont jamais été désolés de la façon dont ils m'ont traité. Ils étaient désolés de ne pas pouvoir continuer à le faire sans perdre quelque chose. Une fois que j'ai compris cela, toute culpabilité que j'aurais pu ressentir a disparu. Et la vérité, c'est que la famille peut vous aimer et vous décevoir. La famille peut partager votre sang et vous réduire à un rôle qui la rassure. La famille peut raconter le même mensonge à votre sujet pendant si longtemps qu'elle commence à y croire elle-même. Mais rien de tout cela ne signifie que vous devez rester là où l'on se moque de vous, où l'on vous utilise ou où l'on vous efface lentement juste pour prouver que vous êtes loyal. Parfois, la chose la plus aimable que vous puissiez faire pour vous-même est de prendre du recul et de laisser les gens subir les conséquences qu'ils ont mis des années à mériter. Fixer des limites n'est pas de la cruauté. Refuser l'humiliation n'est pas de l'égoïsme. Et choisir la paix plutôt qu'un manque de respect constant ne vous rend pas froid. Cela vous rend honnête. J'ai passé des années à supplier, à expliquer, à me rétracter et à me taire parce que je pensais que l'endurance faisait de moi une meilleure personne. Ce que j'ai finalement appris, c'est que la dignité compte plus que l'endurance lorsque les personnes qui vous entourent n'apprécient que votre silence. Le fait de m'éloigner n'a pas détruit ma famille, il a seulement révélé ce qu'elle était déjà devenue. Et s'il y a une leçon à tirer de tout ce qui s'est passé, c'est celle d'H6. Ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre que le fait d'être de sa famille lui donne le droit de vous humilier et d'attendre votre loyauté. L'amour sans respect n'est qu'un contrôle portant un nom plus doux. Le jour où j'ai quitté cette maison, ma sœur pensait afficher la preuve qu'un fardeau avait enfin été enlevé. En réalité, elle a posté le début du moment où j'ai cessé de porter des gens qui n'avaient jamais voulu me porter. L'équipe de Revenge Jargon s'efforce de créer des histoires non seulement captivantes, mais aussi significatives. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive, créée pour partager des leçons réfléchies et des messages éducatifs qui peuvent apporter aux spectateurs à la fois du divertissement et de la réflexion. L'une des valeurs éducatives les plus fortes de ce texte est l'importance du respect de soi et des limites saines. Il montre que la famille ne devrait jamais être une excuse pour l'humiliation, le contrôle ou le préjudice émotionnel. En fin de compte, l'histoire encourage les spectateurs à comprendre leurs valeurs, à apprendre des expériences douloureuses et à choisir la dignité, la croissance et la sagesse plutôt que le silence. Thank you, Mama. Thank you for the fart. and the shart. Thank you for the shart at this point. Oh, my Lanta. Sweet Jesus. Oh, gosh. The ghost blew us, and I got it on camera. I got audio. No, I didn't record the dots. Come on, Luke, dot on me again. You're welcome. Yeah, Yepers, that one was mid and was more cool, honestly. Alright, I got 2 of those. Dang it. I got 2 of the fire extinguish. I need a crucifix or a... I don't have a smudge. I'm cooked. Got it. I don't think I got that. Dang it. Audios are done. Where is it? Oh, it's over there again. Shadow goes? Okay. I just need one more. My profile pic was a Wendigo. Oh. I love the stories behind Wendigos. I'm just gonna go grab a smudge. I'll be right back. Be right back. Smudge. We need a smudge. Leave the video camera in case. Yeah, I was just gonna go grab a smudge. No, but seriously, I love like the lore, not lore,
the history besides Wendigos. I wish that they were utilized more. But I was really happy to see them, like, so they just recently brought in, like, a Golu, Diane, and Obambo. And I was really happy to see them. Especially because it was like, we're getting to know more ghosts, and you don't see these ghosts very often. I adore creepy and scary things, so I'm a bit of a critic. Same. Oh my gosh, same. Do you know? Okay, so I used to be a teacher, and in my classroom, actually, one of the books that I had was the scary stories to tell in the dark. I absolutely love those books. I'm the friend you bring to the movies who dislikes scary movies, who also same. My husband and I, he laughs constantly at me. Why is this freaking out? He laughs constantly at me because what we'll do is we'll watch a movie together, and if you haven't realized, I have very severe ADHD. And when we're watching the movie, when I get like really excited or really into the movie, I start running up and down our hallway. Like, I just can't contain myself. I'm literally like running back and forth. They're like jumping, like all excited. But it's okay. Favorite scary movie is Dead Silence. I don't know what my favorite would be. I just watched The Mortuary Assistant, and that one had me like... I got the hunting audio or a hunting... It had me freaking out. Why is my AirPods freaking out? It literally had me freaking out. Like, it was... I have to run ads quick, too. Alright, for those of you that are new to the channel, or for those of you that are just here hanging out, I have to run 3 minutes of ads. I don't have to, but I do. I run 3 minutes of ads. The 3 minutes keeps the pre-rolls off. They're just not something for me. So I will see you back in 3 minutes. Do whatever you need to do. Go to the bathroom. Take care of yourself. Refresh your lurk. Get a drink. Make some coffee, because coffee is amazing. Do whatever you need to do, and I'll see you back soon. I'll see you back really soon. Coffee time. Hi Dobby. Welcome on in, Dobby. Thank you for the lurk. Hi, KJ. Ooh, heck yeah. Heck yeah. Heck yeah. Subby over there. My AirPods are freaking out. Thank you for the Hold on. 2. Why are my AirPods like totally freaking out? Great question. Can you guys hear it? Like, is it totally like just my audio freaking out, or is it just my AirPods? Oh. Alright, now let's go back. There it goes. Okay, it's fixed. I just grabbed a strawberry flavor ginger ale. So good. Ooh. That sounds amazing. That is a great name. That is a fantastic name. I know! Strawberry ginger ale. I want one. That Strawberry ginger ale fantastic. actually sounds pretty good. That's what I'm saying. Like, that sounds amazing. Thank you, Dobby, for the follow. I think that sounds absolutely amazing. Strawberry ginger ale. Like, I really want to go to the store now. I will never get it because that's a disgrace to my Mountain Dew. Is Mountain Dew cream soda. Ugh. I mean, I don't like Mountain Dew in general, so I guess I can't say much. My entire life is evolved around this. That's fair. Mine's coffee. I've been drinking that shit since I was like 12. Mountain Dew to me just always tastes chemically. The Code Red Mountain Dew is pretty good. You like cherry? I don't like chemical tasting stuff. Like even like ones are pretty good too. Like even like Takis, I don't like the Takis anymore because it just tastes like chemicals to me. Like, I love spicy foods, but if it tastes like a chemical spice, then it just makes me feel ill. Like, it's just like, ew. The Mountain Dew cream soda was actually crazy looking. Was it? Yes. I didn't want to get a 12-pack because I was just going to waste $10 on it. You need to try it. I may try it if I can find it in a bottle. Like in a single, like, serving, like, 20-ounce bottle. For, like, $2. Thank and if I don't you like for it, the lurk, Slow. Appreciate your lurk. Appreciate? No. We're not, what? Honestly, it actually might work with the ice cream float. Now that I think about it.
It might work. Let me go over here for a Cause second. you do like you can do root beer floats. You do cream soda floats. Hold on. That might work. Hold on. I'll be right back. I think my son didn't go to his meeting. Oh no. Oh no. Grab Hold your on. EMF and don't forget the cam. Don't need a breaker with this fam. We're hunting in the dark, that's the plan. The door creaks closed, the candles blow out. You hear a breath and you start to doubt. Hide in the closet, don't make a peep. The ghost is near, enter place for keeps. Check the board, what's left to do? You've got one shot, better follow through. Ghosts in the dark are calling your name. Heart rate up with this game. Freezing temps, spirit box screams. Caught in the middle of paranormal dreams. Ghosts in the dark, we're losing our minds. Sanity's dropping, running out of time. Light that candle, say a prayer. Maybe you'll make it out of there. Okay, I'm back. Sorry. So the kids, like the older kids, are like homeschooled, right? But they do like virtual classes, and he has to meet with his teacher every Monday at 1:45. And I told him like 6 times, but then I looked out there and I didn't see him on his school computer. So I was like, dude, what are you doing? Who plays Lord. Repo? I love Repo. I have it. I love Repo. Oh my god, I have been playing I suck at it. Outlast Trials lately. Like off stream, I've been playing. I have Outlast Trials, but I don't have anyone to play with. Oh my god, Essex! Thank you so much for the I've never roasted touched it beans. because I don't have anyone to play with. Thank you so much. I appreciate you, friend. You could try playing with me. I scream a lot, and then I yell about having dogs. Essex! Oh my god! What did I tell you? Essex! Thank you. Well, 5 gifted. Well, I just said I don't like it when people spend money on me, and now you're spending money, and you're gonna make my tummy hurt. You're gonna make my tummy hurt. We know this, right? You're gonna make my tummy hurt. The shared hype trade is insane. I can't wait till May. New laptop. Heck yeah, let's go, Kira. All right, let me see here. The well done steak. Kitty Firewatcher. Cash is back. Retired boats and art. You guys have all been gifted a sub. Thank you to Essex. If you are here, could you please give a good Like, I thank love like my game situation. Like, I have a lot of horror games that are just like story-based solos. That was my spendable balance from streaming. Oh, I appreciate you. You didn't have to do that. In May, I can finally play games. Heck yeah! Let's go. Join the Discord and then come and play with us. All the time. I like to play. Usually, okay, so when I'm on stream, I have the kids quiet. But off stream, like an actual tower Okay, PC Karen. situation. off stream, I will be having a whole bunch of stuff behind me. So I'll have chaos. You're gonna hear my kids, and it's gonna be crazy. Wait! What? Is that for real? Is that your first hype train ever? Oh my god, guys! Yeah. Let's give Archer some love. That's the first hype train. Touch the butt. Who touched the butt?